Bonjour à tous et alors du coup format aussi vidéo, donc bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 40 mm, le podcast où je pose des questions et j'interviewe les gens qui font l'horlogerie. On a aujourd'hui avec nous Thierry Gasquez. Thierry, bonjour. Bonjour. Trop cool que tu sois mon deuxième invité sur ce podcast. Je te remercie d'ailleurs pour ta confiance. Et est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter rapidement? Écoute, déjà, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Je suis honoré. Et puis, être le deuxième, c'est bien. Au moins, je serai toujours sur le podium. Exactement. Alors, il y a des gens qui sont à jamais les premiers. Moi, je serai à jamais le deuxième. Exactement, à jamais le deuxième. Mais je serai pas le second. C'est qui dit second, on dit qu'il y a plus rien derrière. Exactement. Je pense qu'il y en aura encore beaucoup derrière. J'espère. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler du site internet que tu as créé, qui s'appelle passionhorlogère.com. C'est ça, oui. Site sur lequel, en fait, je t'ai connu. Alors, je t'ai pas connu exactement sur ce site-là. Je t'ai connu sur... alors, petite parenthèse, moi, j'aime bien, avant d'acheter quelque chose, toujours aller voir les communautés de ce produit-là, notamment sur Facebook, pour dès que avant d'acheter ma moto, j'ai fait ça. Avant d'acheter ma première vraie montre sympa, je l'ai fait, et donc du coup, je me suis inscrit dans le groupe Rolex France. Ouais, Club Rolex France. Ouais. Club Rolex France, sur lequel, en fait, tu es l'admin, en fait. C'est ça, ouais, je l'ai créé il y a quelques années. Je crois que c'était en 2016. Ok. Avant Passion Horlogère? Non. Après Passion Horlogère le site date de 2011. L'idée date de 2009. Donc, ça fait quand même quelques années. Ok. Donc, tu avais créé Passion Horlogère et le groupe Facebook ensuite? Ouais, c'est arrivé bien après. Je me suis mis sur les réseaux sociaux relativement tard. Ok. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'était plus pour des raisons personnelles, et c'était plutôt pour les gens qui voulaient partager leur quotidien. Et en ce qui me concerne, l'horlogerie, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux pour l'horlogerie en étant professionnel, en devenant professionnel. Okay. Donc, avant ça, j'étais un passionné, un amateur, un collectionneur, comme tant d'autres. Okay. Et quand j'ai été professionnel, quand j'ai commencé à pas mal rédiger justement sur Passion Horlogère, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de partager tout ce que je pouvais publier sur Passion Horlogère sur les réseaux sociaux pour aller chercher de nouveaux lecteurs et pour pouvoir intéresser de nouvelles personnes. Et comme ça, j'ai créé des communautés en créant des clubs comme le Club Rolex France, le Club Seiko, il y a le Club Citizen, le Club Frédéric Constant. Ok. Donc, voilà, c'est tant de marques que j'affectionne. Ok. Mais le fait de segmenter comme ça me permettait aussi de ventiler mes publications en direction de ceux qui aiment vraiment la marque. Donc, si j'envoie du Frédéric Constant aux gens qui aiment Rolex, ça va pas forcément les intéresser. Bien sûr. Et si c'est pour avoir des gens qui vont critiquer négativement la marque alors qu'ils la connaissent peu, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, j'apportais tout simplement aux lecteurs ce qui pouvait l'intéresser. Ok. C'est la raison pour laquelle j'ai créé tous ces différents groupes. Il y en a 33 que j'administre. 33 groupes. 33 groupes sur Facebook, ouais. Ok, alors les amis, je découvre, on a fait une petite intro avec Thierry sur sur le ton du podcast et sur où est-ce qu'on peut aller. Et donc du coup, je découvre en live les amis avec vous. Donc du coup, il y a 33 groupes Facebook que tu tiens. Exactement, ouais. Des communautés de marques, pas forcément de marques, il y a aussi des thématiques, il y a les montres de plongée, il y a petites annonces horlogères, il va y avoir les montres russes. Donc voilà, soit c'est par marque, soit c'est vraiment transversal, soit il y a des thématiques par rapport à un centre d'intérêt particulier. Voilà. Ok. Et je t'enverrai la liste si tu veux. Ah avec grand plaisir. Putain, c'est super intéressant. Et alors, moi j'ai pour habitude, tu es le deuxième comme je te dis, mais de poser la question un peu sur le parcours de l'invité sur les montres. Comment comment t'as eu le bug? Alors, à quel moment c'est arrivé? En fait, je suis assez atypique de ce côté-là parce que parmi tous les amis qui sont des passionnés d'horlogerie que j'ai pu rencontrer, souvent c'est lié à l'enfance, souvent c'est lié à un grand-père qui était horloger, soit qui avait un réveil en panne et qui l'a réparé avec le gamin ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas du tout ça. En fait, le déclic, je l'ai eu à 30 ans. Ok. Pour mes 30 ans, tard, du coup. Tard, ouais. J'ai 48 ans, donc ça fait 18 ans seulement. Donc en 18 ans, il s'en est passé des choses. Et donc pour mes 30 ans, je rêvais d'une montre, mais comme beaucoup, je me mettais une barrière qui était liée au tarif, qui était liée à l'univers du luxe, qui n'était pas mon quotidien du tout. Moi, je suis plutôt issu d'un milieu populaire, modeste, quoi. Voilà.
normale entre guillemets, comme beaucoup de Français. Et les montres de luxe, c'était pas du tout mon univers. Et il y en avait une qui me plaisait énormément, mais quand je voyais le tarif, alors à l'époque, si je te le dis aujourd'hui, ça va te faire sourire, mais pour l'époque, on était aux alentours de 3800 €. Ok. Ce qui est une vraie somme d'argent, c'est beaucoup d'argent. Oui, Sauf bien sûr. qu'aujourd'hui, une montre de cette marque-là, à ce prix-là, ça n'existe plus. Donc c'était une Rolex. Ok. Donc Rolex n'avait pas la même connotation parce que parfois aujourd'hui on entend des gens qui disent Rolex bling bling etc. Ce qui est complètement faux. J'essaie justement. Moi je défends plutôt la marque et pour plein de raisons. Tout ça on peut en parler si tu veux. Et cette montre me plaisait énormément. Rolex GMT Master 2 16710. On la voyait partout en vitrine. Ça se vendait pas forcément très bien. Alors, je connais pas les références par cœur. En fait, c'est 5 chiffres. C'est donc là. Alors, c'est les couleurs du coup. Alors là, non, c'est pas lié forcément à la couleur. Là, c'est la Pepsi. Ok. La Pepsi. La mienne, celle que j'aimais, c'était la Pepsi. Ok. Mais à l'époque, la lunette, de toute façon, était interchangeable. Donc, Ok. la noire, la Pepsi ou la Coke ou Stendhal, comme on l'appelait plutôt chez Rolex. Ok. Donc moi, c'était la Pepsi que j'aimais, liée à son histoire, l'histoire de la GMT la Master Paname. 2. Hein. GMT Master 2, ouais. Ok. Ouais. Donc, on est en 2005. Et je veux m'acheter cette montre, mais en fait, véritable blocage, mettre une telle somme dans une montre juste pour lire l'heure, ça c'est souvent l'argument qu'on entend, c'était pas réalisable, c'était pas pensable pour moi. Ok. Mes 30 ans, j'organise une grande fête avec tous mes amis, toute ma famille et mon épouse avait eu vent justement de cet intérêt. Du coup, 2004 là. Hein. Donc là, non, 2005. 2005. 2005. Mon épouse avait eu vent de cet intérêt parce qu'un très bon ami lui avait soufflé, lui avait dit, écoute, s'il y a un cadeau commun, ça pourrait être ça. Et j'ai eu une enveloppe, une participation pour pouvoir m'acheter cette montre. Donc là, impossible de faire machine arrière. Bien sûr. Il fallait que j'y aille. Donc j'ai mis ce qui manquait. Je me suis acheté ma montre et je pensais que ce serait la seule montre de ma vie. Ouais. Une montre, point. Voilà. Donc je l'ai portée quotidiennement pendant 3 ans. En plus, l'argument interchangeable pouvait aussi t'engager à te dire, bon, au pire, je peux changer la lunette. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les lunettes. Rends-toi compte, les lunettes, je les ai achetées à l'époque, je crois que c'était 15 €. 15 € la lunette. Ça se revend des centaines d'euros aujourd'hui. Ok. C'est des lunettes en alu. Bien sûr, je les ai toutes achetées. Toutes les lunettes. Donc, de temps en temps, hop, je changeais. Alors, je me mettais, comme j'étais pas trop bricoleur, encore moins horloger, je bricolais ça sous une lampe. Je tombais des gouttes comme ça parce que je voulais pas abîmer. Une fois d'ailleurs, j'avais pas réussi à remonter. Je suis allé chez un horloger. J'ai été super bien accueilli. Il a souri. Hop, il a vu, clac, clac. Ça y est, c'est bon, regardez. Okay. Donc, voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Et si tu veux, j'ai commencé à m'y intéresser. Et cet ami qui m'envoyait régulièrement des messages, des emails avec des liens pour aller voir sur Forum à montre ce qui se passait, puisque moi, en fait, je suis né sur Forum à montre. Okay. Comme beaucoup d'amateurs, de passionnés. Que je ne connais pas du tout. Tu connais pas Forum à montre, voilà. Donc c'est forumamontre.com, c'était Joël Duval, alias Zen, okay. Et à son âme parce qu'il a disparu il y a une paire d'années. Mais c'était lui qui avait fondé ce forum, okay. ce forum horloger, où en fait tous les dinosaures de l'horlogerie se retrouvaient, quoi. Je parle des dinosaures aujourd'hui, mais à l'époque, moi j'étais tout nouveau et j'étais super bien accueilli par les gens. Et comme j'aime bien écrire, je suis plutôt littéraire, j'ai commencé à raconter des histoires autour de ma montre, tout simplement. L'année de naissance de ma fille, je lui donne le biberon, elle a un petit rejet, ça tombe sur la montre, je raconte ça, que j'en peux plus. Qu'est-ce que je fais? Je lâche ma fille ou je supporte ça? Voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça. Donc ça faisait un petit peu sourire. Et si tu veux, ce qui s'est produit, c'est qu'ensuite, j'ai commencé à avoir des amis virtuels. Okay. Et là, il s'est passé un moment où j'ai dit, écoutez, enfin, les amis virtuels, c'est vachement bien, mais faut qu'on se retrouve. Donc, j'ai commencé à organiser des dîners de collectionneurs. Moi, j'avais une montre. J'étais pas du tout collectionneur. J'avais des gars qui avaient des super collections. Et donc, j'ai commencé à organiser des dîners. Et là, je me suis fait plein de super copains. Et en gros, l'horlogerie est devenue presque prétexte pour faire des choses vraiment sympas avec des gens vraiment sympas. Et après, petit à petit, j'ai commencé à aller voir les marques. Et je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, voilà, nous sommes des amateurs, des collectionneurs. On aime l'horlogerie. Moi, ce que j'ai envie, c'est m'ouvrir à autre chose. J'ai une Rolex, mais je veux découvrir d'autres choses. Donc, j'ai été super bien accueilli par toute la place Vendôme qui m'a proposé régulièrement de nous faire venir d'abord dans les boutiques, nous présenter des nouveautés. Ensuite, visite de manufacture, on a fait plein d'événements, enfin j'ai organisé plein d'événements comme ça, et de là est parti justement Passion horlogère, tout simplement parce que j'ai voulu un petit peu rassembler tous ces gens qui me suivaient, et donc ça a été à la fois un club d'un côté et un site internet de l'autre côté. Donc le club pour la partie vraiment vivante, les copains,
tous ceux qui sont devenus des copains, et le site internet tout simplement, ce qui me permettait de partager cette passion avec le plus grand nombre. Voilà, et c'est parti comme ça. Ok, alors j'aimerais juste revenir sur ton premier achat. Ouais. Tu l'avais acheté chez un AD? Bien sûr. Ok, tu t'es ouvert à parler duquel, du coup? Bien sûr, c'était chez Frojo, à Marseille. Ok. Ah ouais. Ok, très bien. Il y avait du stock à l'époque? Mais il y en avait plein les vitrines. Ok. Mais tu rentrais, tu disais bonjour, il te disait déjà le montant de la remise qu'il te faisait. Non, j'exagère, je veux pas qu'il se fasse taper sur les doigts, parce qu'en plus c'est un copain. Mais j'exagère, mais à peine. Ok. Il y en avait plein les vitrines. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est inédit. Okay. C'est la seule montre pour laquelle il fallait attendre un petit peu. Il fallait attendre à peu près 6 mois. C'était une Rolex Daytona. Et ça valait 7 600 € à l'époque. Une fortune. 7 600 €. Aujourd'hui, on rêve d'acheter une Daytona à ce prix-là. Et il y avait pas déjà ce marché gris un peu de, justement, des mecs qui flippaient un peu et qui faisaient du x2 sur des Daytona? Non, ça n'existait pas, ça. En fait, il y avait un marché gris. Oui. Il y avait un marché gris qui vendait, les Rolex moins cher que chez les AD. Du classique, finalement, de l'occasion. Ouais, mais là, on n'était même pas sur de l'occasion. C'est-à-dire que les montres étaient neuves. C'était des déstockeurs, tout simplement. Okay. C'est-à-dire que les AD avaient du stock. Il y avait des gars qui arrivaient, qui disaient, écoute, je voudrais quelques pièces, plutôt sympas. Voilà. Tu me mets 2 Daytona et je te reprends toutes les Datejust et tous les trucs que tu vends pas et tu me fais des tarifs et derrière, les mecs, qui cassaient les prix. Okay. Évidemment, il y avait des déstockeurs parce que quand tu discutais avec un AD, il te disait, mais moi, un stock qui reste plus de 48 mois dans mes vitrines, ça me coûte trop d'argent. Enfin, c'est de l'argent immobilisé et derrière, c'est pas bon parce que les montres, il faut qu'elles tournent parce que derrière, il y a tous les lubrifiants, ça peut se figer, ce qui n'est pas le cas quand on parle de Rolex. 48 mois, il y a pas de souci. Rolex, on peut aller jusqu'à 10 ans. Mais ça, c'est assez récent. Je te parle d'une période, c'était il y a 20 ans. Donc, on n'utilisait pas les mêmes lubrifiants, c'était pas la même qualité de produit non plus. Ok. Ça s'est vraiment accéléré. Ok. Et incroyable. Donc du coup, tu es Marseillais du coup de base? Alors, je suis pas Marseillais, je suis du Sud. Moi, je suis originaire du Gard. Ok. Mais j'ai vécu 8 ans à Marseille, j'ai vécu à Montpellier. Je suis originaire du Sud. Ça fait que 2 ans que je suis à Paris. Ok, très bien. Premièrement, du coup, Rolex GMT Master 2. Ouais. Est-ce que tu en prends une autre du coup après via le club? Très vite. En fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à rencontrer tous ces gens-là. En plus, j'habitais à Marseille. À Marseille, les Marseillais sont très piqués Rolex, quoi. L'été, en tout cas, à cette époque-là. Ok. Et à l'occasion d'un déjeuner avec ses amis, justement, quand on se rassemblait, je fais la connaissance de Théo Mavrostomos. Théo Mavrostomos, il faut savoir que c'était un plongeur à la Comex. Ok. Et c'est l'homme le plus profond du monde, moins 701 mètres. Ok. Et à son poignet, il avait une Rolex $6. Et là, donc, on est en 2008. Et à l'occasion de ce déjeuner, je discute avec lui. Il est passionnant. J'ai des étoiles plein les yeux parce que bon, l'aventure de la Comex. Et puis j'ai juste le gars. Et il avait la Sea Dweller Comex, bien du sûr, coup, évidemment. Bien sûr. Mais là, j'avais Neil Armstrong en face de moi. C'est l'équivalent. C'est le gars le plus profond. Donc voilà, un vrai plongeur. C'est une légende de la plongée. Et le gars d'une humilité incroyable. Il enlève sa Comex, il me la fout au poignet, et machin, et on discute. Puis c'est la Sea Dweller. La Sea Dweller, j'en entendais parler, je la voyais régulièrement sur les réseaux. Mes copains, d'ailleurs celui qui m'a un petit peu, Emmanuel, donc qui m'avait un Coucou petit peu... Emmanuel. Voilà, salut Emmanuel. Celui qui m'a un peu piqué à l'horlogerie, n'arrêtait pas de me dire, Thierry, une sub, c'est fait pour toi, c'est vachement bien et tout. Et puis, je vois cette Sea Dweller, je suis c'est pas mal. En même temps, j'avais un autre copain que j'avais rencontré sur Forum à Montre aussi, hein, et que j'avais rencontré physiquement à l'occasion d'un dîner, qui lui est ingénieur chez Rolex. Ok. On échange un petit peu, je lui parle de la Sea Dweller que j'ai vue, il me dit, écoute Thierry, si tu veux l'acheter, c'est maintenant. Ah, pourquoi? Tu sais, alors chez Rolex, il y a beaucoup de secrets, hein. Donc, et de temps en temps, il y a des copains qui peuvent lâcher des trucs. Il dit, écoute, je sors du département de polissage, ils ont arrêté de polir les boîtes, il n'y a plus de boîte de Sea Dweller, elle va être arrêtée. Ok. En quelle année là? 2006? 2008. 2008, ok. Et donc là, je me dis, bon, voilà, elle me plaît trop. C'est un signe. Si je la veux, il faut que j'achète maintenant, après, ce sera plus possible une fois qu'elle est arrêtée. Donc là, bon, allez, c'est parti. Mais je l'achète d'occasion. Et là, j'ai une petite anecdote là-dessus pour le coup. J'achète d'occasion. Pourquoi une Sea Dweller versus une sub?
parce que j'aime ce côté plus exclusif de la montre de plongée. Et je te dis, j'ai eu cette rencontre avec Théo Mavrostomos, si tu veux, qui a été un petit peu à l'origine, qui a travaillé un petit peu avec Rolex et notamment avec la Comex. La Comex a travaillé en relation avec Rolex pour la création de la scie Dollar, plus pour la création de la valve à hélium. Voilà. Donc Rolex a inventé la valve à hélium pour toutes les plongées, tu sais, les plongées pressurisées. Et donc, pour moi, elle avait quelque chose rappel juste sur un petit peu plus extrême que la Submariner. Petit rappel du coup sur la valve à hélium. Oui. À quoi ça sert en gros? Alors la valve à hélium, tout simplement, ça sert à permettre l'évacuation de l'hélium qui se trouve dans les caissons pour les plongées. Alors je suis pas expert à haute pression. Plongée, voilà. Pour voilà, dès que c'est à haute pression, il y a des mélanges gazeux dans tous ces caissons de plongée. Et il n'y a pas que de l'oxygène, parce que à partir, je crois, de 200 mètres, l'oxygène devient toxique pour le corps humain, si mes souvenirs sont bons. Là, je parle sous le contrôle de mes amis plongeurs. Moi, je ne suis pas plongeur. Hein. Bref, à un moment donné, il y avait eu ce phénomène de bouchon de champagne, c'est-à-dire que les submariners, on avait la glace qui sautait tout simplement quand parce remontait que trop vite. Voilà, il y avait de la dépression. C'était pas forcément le fait de remonter trop vite, c'était que les gaz s'évacuaient trop lentement des montres à cause de l'étanchéité, etc. Donc c'est pour ça que Rolex a inventé une valve à hélium où, dans un sens, avec la différence de pression entre l'intérieur de la montre et l'extérieur, c'est-à-dire le caisson, ça permettait justement aux différents gaz, notamment à l'hélium, de s'évacuer plus rapidement. Voilà. J'ai vraiment schématisé. Il y a des gars qui sont capables de le faire beaucoup mieux que moi. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'était tout simplement pour éviter que la glace saphir fasse bouchon de champagne. Alors, je crois que, je sais pas si c'est une légende ou alors si c'est une vraie information, mais il y avait eu justement un de ces plongeurs de la Comex. À un moment donné, la glace de sa montre a sauté. Ça lui aurait ouvert l'arcade. Ok. Et là, impossible de faire rentrer un médecin ni quoi que ce soit. Donc, il a fallu que les copains arrivent et le recouse. Donc, on s'est dit, voilà, il peut y avoir des soucis à cause de ça. Alors, encore une fois, la légende ou pas. On va dire. Exactement. Voilà, on ne saura jamais si la légende est vraie. On pourra demander ça justement à Théo Mavrostomos. Qui est le bienvenu au micro de ce podcast. Ça serait génial. Ça serait génial. Incroyable. Bien sûr. GMT Master 2. Sea Dweller derrière. d'occasion du coup. Ouais, celle-là j'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté sur eBay à l'époque. Tu te rends compte? Wow. Jamais de la vie. Mais non, jamais de la vie. Alors ça, je le déconseille, ne le faites pas. Hein. J'ai fait des folies, mais c'était il y a quelques années. Là, on est en 2008. C'est un autre temps. C'est un autre temps. Je me mets sur eBay, je vois une super occasion, 3200 €. J'avais l'argent disponible. Je contacte le gars. Et en fait, ce qui a fait que je me suis décidé, tout simplement, c'est que le gars n'a pas voulu me la vendre. Le gars, il me dit non, je vois très bien. Je veux pas te la vendre. Pourquoi tu veux pas me la vendre? T'es en France, lui il était en Écosse. Il dit je veux vendre que dans le Royaume-Uni, sinon j'ai pas confiance et tout. Donc le fait qu'il ait pas confiance, moi ça m'a mis en confiance. Ok. Donc là on s'est téléphoné, j'ai expliqué. Alors j'ai dit écoute, ma femme est enceinte, je vais avoir un enfant et tout. Ça serait l'année de naissance de mon gamin et tout. Alors là le gars, il a trouvé ça génial. Il dit ah ben moi c'est pareil, j'ai les enfants, j'ai acheté aussi une montre pour la naissance. On a sympathisé par téléphone. Pourtant, je balbutiais à peine l'anglais à l'époque. Et on a sympathisé. Il a accepté de me la vendre. Donc, j'achète via eBay. Alors, je me rappelle, je passe le paiement. 1 heure après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Tu te souviens du prix? Ouais, 3200 €. Ok. Ce qui est... c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui, bien sûr. Mais... Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça fait rigoler quand on entend 3000 € pour une Rolex. Ça n'existe plus. À cette époque-là, c'était les tarifs. Moi, j'ai toujours, à ce moment-là, à cette époque-là, mes premières Rolex, j'ai jamais mis plus de 3500 €. Ok. C'est tout récent de mettre d'autres tarifs. Je pose beaucoup la question sur l'argent, parce que c'est quand même important. L'horlogerie, c'est quand même une passion qui coûte cher si on veut aller jusqu'au bout de son envie et qu'on veut être propriétaire des bijoux qu'on aime apprécier. Mais ça coûte très cher, en effet. Ça coûte très cher, mais après, attention, hein, il faut jamais acheter plus cher que ce qu'on peut, voilà. Il faut faire selon ses moyens. Et il vaut mieux y aller graduellement. Je me souviens, il y avait un horloger marseillais, justement, Gilles Béranger, qui m'avait dit, mais Thierry, tu sais, parce que moi, le problème, c'est que je mettais beaucoup d'affect, et la preuve, celle de la naissance de ma fille, celle de la naissance de mon fils, après j'ai eu celle de mon mariage, etc., etc. Donc je mettais beaucoup d'affect et beaucoup de symbolique dans l'achat de mes montres.
Et j'ai un copain qui me disait, mais Thierry, il faut que tu te détaches de ça. Donc, Gilles Béranger. Il me dit, tu sais, moi, je vois des horlogers depuis, des collectionneurs depuis des générations, parce que lui, son père était horloger, lui horloger, donc il les voyait depuis des générations. Il me dit, c'est bien de commencer, tu te fais plaisir, tu t'en achètes une, tu économises un petit peu, tu revends celle que tu as. Il me dit, sinon, moi, je la reprends aussi, puisqu'il faisait de l'occasion. Et derrière, ce que tu as économisé, tu mets, mais voilà, faut monter graduellement, faut pas hésiter. Et ça, c'est souvent le conseil que j'ai donné par la suite. Faut pas faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, je repartais à zéro à chaque fois. Je mettais tout dans une et je repartais à zéro. Alors, ce qui est bien, c'est que jamais je regardais la prochaine. C'est-à-dire que moi, je m'en achetais une, j'étais heureux, je pensais que ce serait la dernière à chaque fois. À chaque fois, j'ai toujours cru que c'était la dernière. Donc, quand j'en rachetais une, en fait, c'était parce qu'il y avait une nouvelle envie. Entre-temps, il y avait du temps qui s'était passé. Et puis j'avais les moyens. Si j'avais pas les moyens, voilà. Donc, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors, à cette époque-là, moi, j'étais dans la fonction publique. Ok. Et donc, je travaillais pour le ministère de l'économie et des finances. Ok. Et donc, si tu veux, j'avais mon épouse travaillait. J'avais pas forcément de gros moyens, mais j'avais pas de grosses dépenses non plus, si tu veux. Voilà, je vivais à Marseille dans un petit appartement qui me coûtait pas bien cher, donc tout allait bien. Enfin, on n'avait pas de grandes prétentions. Voilà, je vivais assez modestement, normalement. Tout allait bien, quoi. Ok. Donc, je bossais tout simplement pour me payer ma. Pas d'autres passions chères, du coup? Non, pas dans les bagnoles, les trucs. Non, les Porsche 911, tout ça, je les regarde de loin. Ça me plaît beaucoup, hein. J'adore, hein. Mais non, alors déjà, je veux dire, c'est déjà très fatigant d'avoir une passion, alors en avoir d'autres, ça devient compliqué. Non, et j'ai un caractère passionné. C'est-à-dire que je me passionne facilement et rapidement pour quelque chose, mais je suis très exclusif dans la passion. Parce que je m'y mets à fond. Bien sûr. Je m'y mets à fond. Mais tu crées 30 groupes sur Facebook quand même avec 30 passions différentes. Ouais, alors non, c'est pas 30 passions différentes. Moi, ma passion, c'est l'horlogerie. Ok. C'est pas Rolex. Bien sûr. J'adore Rolex, il y a pas de problème. C'est la marque la plus présente dans ma collection. C'est la meilleure marque du monde. Je n'hésite pas à le dire. Là-dessus, il y a pas match, quoi. Il y a rien à dire. Ce sont les critères que tu mets dans meilleure marque du monde. Alors là, on peut en discuter. C'est tout simplement, c'est la marque la plus portable. C'est tout simplement ça. Voilà. Okay. C'est le fait d'en mettre une au poignet. Tu vois, je te dis ça, j'en ai pas aujourd'hui au poignet, mais donc je suis pas là pour faire la promotion de Rolex. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Mais pour moi, c'est la daily watch par excellence. Ok. Après, si on prend d'autres critères, par exemple des critères de chronométrie, on peut même pas prendre ça parce que c'est les meilleurs du monde aussi avec le superlatif chronomètre, moins 2 plus 2 par jour, il y a pas mieux. Ok. À moins de prendre une montre à quartz ou à moins de prendre une montre connectée. Et sinon, on n'aura pas mieux. Mais si on prend d'autres critères, par exemple sur les finitions, si on prend les critères sur les complications. Les complications, c'est pas forcément les meilleurs. Okay. À part si on prend la Skydealer, qui pour moi c'est le meilleur calendrier annuel qui existe. Enfin, c'est une montre qui est extraordinaire. Mais les finitions, c'est pas forcément les meilleures. Là, je vois la 1908, donc ou alors la Daytona Le Mans, qui ont des fonds transparents. Tu les tournes, c'est bien réalisé. Bon, je vais pas me rouler par terre. Quand je regarde une Greubel Forcé ou une Lange Sonne, là, on voit qu'il y a du boulot. Même, tu vois, j'ai un Duomède chez Jaeger-LeCoultre. Quand je la retourne, enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Là, ouais, on a des vraies finitions. C'est pas le cas chez Rolex, mais chez Rolex, ils veulent faire simple et efficace. Et en cela, ils sont les meilleurs. Et qu'est-ce qu'on recherche au quotidien? Quelque chose de simple et d'efficace. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est la meilleure marque du monde. Maintenant, c'est selon des critères de simplicité et de portabilité. Pour le reste, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être meilleurs dans des domaines, avec des critères différents. Il y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais quand on regarde la trajectoire de la marque, quand on regarde les produits, enfin, on regarde leur catalogue. C'est très facile de s'y retrouver chez Rolex. Il n'y a pas 600 références. Il va y avoir peut-être 200 cadrans, certes, mais il n'y a pas 600 références. Il y a au moins 4 produits iconiques. Aucune autre marque n'a ça. Quand déjà tu as un produit iconique dans une marque, c'est génial. Tu prends Omega, la Speedmaster, génial. Quel est leur produit iconique chez eux? Tu me dis un Seamaster? Pas ouf. Bah oui. Non, c'est très bien, hein. Bien sûr, mais c'est pas iconique, oui, effectivement. Voilà. Donc t'as la Speed, ok. Chez Tag, t'as la Monaco, t'as la Carrera, t'en as 2 déjà. Canon. Après,
Santos de Cartier. T'as Santos de Cartier. Et voilà, tu vois. Donc, alors chez Cartier, il y en a peut-être d'autres. Il y a Santos, il y a la Tank. Mais après, on est encore pas au même niveau d'un point de vue horloger. Cartier, c'est une marque généraliste dans le luxe. C'est une marque extraordinaire que j'adore. Et d'ailleurs, la Santos aujourd'hui, elle cartonne. La Tank, je trouve ça magnifique. J'ai hâte qu'ils ressortent la basculante. C'est fabuleux. Mais encore une fois, tu vois, une icône. Chez Rolex, t'as Daytona, Submariner, GMT, Datejust. Oui. On oublie souvent la Datejust. Banger. Mais Bien sûr. c'est la Datejust pendant des dizaines d'années. C'est la montre qui a fait vivre Rolex. Montre normale. C'est la montre parfaite. C'est la montre idéale. C'est la taille idéale, 36 mm. On l'oublie souvent. J'en ai déjà eu une, je l'ai portée. J'ai pas pu la porter. Je suis habitué à plus gros. Mais c'est pas parce que moi, ça me convient pas, mais je suis capable de reconnaître, c'est idéal. Il y a pas mieux. Datejust, c'est le top. Ok. C'est un peu décousu, les amis. Désolé, hein, parce que la passion, on part dans tous les sens, nous emmène à droite à gauche. J'ai désolé pour ma voix que je perds. C'est pas très pratique pour un podcast, mais vous m'entendez, vous me comprenez, c'est l'essentiel. Et du coup, toi, tu étais dans la fonction publique. Ouais. Et c'est quand que tu fais le switch dans l'horlogerie? Écoute, alors ça a été vraiment un pur hasard. Ça a été des rencontres. Et je me souviens que lorsque j'étais très actif dans l'horlogerie, avant même d'être professionnel, il y a un journaliste qui m'avait pris un petit peu à part, me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire dans l'horlogerie et tout? C'est ma passion, je prends du bon temps et tout. Il se fâchait un petit peu parce qu'il me voyait, quoi. Il voyait que j'étais que j'étais très actif. Et en gros, comme si j'allais y marcher sur les plates-bandes. Je dis, mais après, si t'as une idée, dis-le-moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que, tu vois en moi un danger, a priori, par rapport à ton business, ou tu vois des compétences. Moi, j'en vois où? Je vois rien. Moi, c'est que du plaisir. Donc, tout ça en préambule. Donc, tout ça pour te dire que j'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'un an avant de switcher, que j'allais vivre de ma passion. Jamais. L'horlogerie, je dépensais de l'argent, je dépensais du temps dans l'horlogerie. À aucun moment j'ai pensé à gagner quoi que ce soit, gagner ma vie ou rien. Et en fait, c'est au gré des rencontres. Il y a deux hommes qui ont compté. Le premier, Hervé Lanier, qui était directeur général de Seiko en France. Ok. Et un jour, je l'ai rencontré à l'occasion d'un événement que j'organisais à la boutique Seiko de Paris, rue Bonaparte. Et on a échangé, je lui ai proposé de faire une interview, comme là, ce qu'on fait. Ok. Une interview que je l'ai publiée sur Forum à Montre. J'avais même pas mon site internet. Hein. Ok. Pas de problème, on discute, on sympathise bien. J'écris cette interview, je lui envoie le lien. Il voit, ça lui plaît, il m'appelle, me dit merci et tout. Avec plaisir, Moi, j'aborde l'horlogerie de manière positive. C'est une passion. Donc, tout ce qui m'intéresse pas ou quoi, j'en parle pas. Je ne parle que de ce qui m'intéresse. Moi, je veux échanger sur ce que j'aime. Il y en a d'autres qui sont capables de faire des critiques et des critiques négatives en argumentant. Chacun son truc. Moi, j'étais plus pour parler de ce que j'aimais. Donc, j'avais fait le tri un peu des produits chez lui qui me plaisaient. J'avais parlé de l'histoire de Seiko qui m'intéressait beaucoup. Et puis, c'était une marque un petit peu que je découvrais parce que moi, je suis rentré par Rolex. Avant de porter une Rolex, je portais une Festina. Faut le savoir. Hein. Donc, je pars de loin. Okay. Donc, Festina, Rolex, je reviens à Seiko et là, je découvre que c'est juste extraordinaire. Cet homme-là, quelques mois se passent et moi, je continue mes histoires sur Forum à Montre, etc. Il me téléphone un jour, il me dit, Thierry, est-ce que vous parlez anglais? Ouais, je parle anglais, j'ai des notions scolaires, sans plus. Il me dit, ça m'intéresserait de vous proposer d'aller visiter notre manufacture au Japon. Ok. Je suis personne. Incroyable. L'usine Seikosha. Exactement. Incroyable. Ouais, manufacture et donc c'est 3 sites. Vraiment, ils appellent ça le Seiko Tour. Ok. Où normalement ils n'invitent que des professionnels, que des journalistes. Moi, je suis pas du tout journaliste. Mais tu étais créateur de contenu à l'époque? Ouais, j'étais créateur de contenu, en fait, si tu veux, l'ancêtre des créateurs de contenu, je veux dire ça. Et rien à voir avec tout ce que vous faites là, parce que moi, c'était vraiment, j'arrivais, je me mettais devant l'ordinateur, tac, 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 pas de brouillon, rien, hein. J'envoyais, je mettais 2 photos, une petite mise en forme, c'était vraiment rien à voir avec tout ce que vous faites. Vous, aujourd'hui, vous avez des compétences et du talent.
Moi, c'était pas ça du tout. Mais j'étais à un moment où, voilà, il y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça, hein, a priori. Il y avait François-Xavier Overstreet qui le faisait lui de son côté. Je sais pas si tu le Pas connais. du tout. Équation du temps, faut que tu le rencontres. Il est extraordinaire, passionnant ce garçon. Il a une connaissance encyclopédique de tout ce qui est haute horlogerie, des marques comme Lange & Söhne et tout. Il connaît sur le bout des doigts. Et il œuvre en tant que journaliste? En fait, pas vraiment, parce qu'il a un métier à côté. Lui, c'est vraiment un passionné. Et il refuse. Il a eu des propositions pour être professionnel. Il a toujours refusé. Voilà, c'est son hobby. C'est voilà, c'est une passion uniquement. Et ça fait bien plus longtemps que moi. Hein. Et ouais, très très pointu. Donc, je t'encourage à le rencontrer. Avec plaisir. Donc, écoute, moi, je l'ai au téléphone. Je lui dis, écoutez, je vais en parler à mon employeur pour voir si je peux me libérer, parce qu'il m'avait donné des dates. Mon employeur, c'était surtout mon épouse, savoir si elle m'autorisait à partir au Japon. Bien sûr. Donc, 1 heure après, j'ai rappelé, c'est bon, mon employeur est d'accord. En fait, mon épouse m'avait dit oui. Donc, je pars au Japon. Là-bas, je fais des rencontres. Entre-temps, arrive Baselworld, donc qui était le salon horloger. J'ai un bon copain, Jean-Luc, qui me dit, viens, je vais t'emmener, je vais te présenter quelqu'un. Je te présentais Jean-Claude Biver. Je sais pas qui c'est, Jean-Claude Biver. Quoi? Donc, on va chez Hublot, il arrive, bonjour, Jean-Claude est là. Ah non, vous avez rendez-vous? Non. Dites-lui que c'est Jean-Luc, j'apporte des chocolats et je vais lui présenter un copain. Alors, attends. Jean-Claude Biver. Jean-Claude Biver, himself. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? À l'époque, il est juste CEO de Hublot. Ok, très bien. Et on va voir. Jean-Claude, il est pas là, Jean-Claude? Et voilà, il arrive, Jean-Claude est là. Mais c'est ça qui était terrible, c'est qu'à cette époque-là, des gens comme Jean-Claude Biver étaient accessibles, surtout lui en plus. C'est quelqu'un, on arrive, est-ce que Jean-Claude est là, machin, on peut le voir, bah, je vais lui demander, et s'il a 2 minutes, et s'il a envie, bah, il va dire oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de rencontrer un CEO d'une grande marque. Et moi, je suis là derrière, je me dis, je pense qu'il le connaît vachement bien. Il arrive, salut Jean-Claude et tout. À sa manière, mon ami Jean-Luc. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Je vous encourage, les amis, à regarder ou à écouter le podcast de Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, qui l'a interviewé, Jean-Claude Biver, pendant plus de 1h30. Passionnante interview. Ah ouais. Et pour revenir, du coup, tant que j'y pense, parce que je l'ai en tête, il y a une interview, alors je pense pas que ce soit le même gars dont on parle, d'un ancien plongeur de la Comex, par le site lecalibre.com. Je mettrai tout en note du coup du podcast et de la vidéo. C'est pas Willy Lopez? Peut-être. C'est un copain aussi extraordinaire, passionnant, ce garçon. Si on peut l'avoir en interview, j'espère que c'est sur le podcast, ça serait incroyable. Donc du coup, tu me dis, premier monsieur. Donc Hervé Lanier le premier, deuxième Jean-Claude Biver. Finalement, je le rencontre et là, je lui propose de faire un événement dans le sud de la France. Donc là, on est en 2009. Ok. Je lui propose de faire un événement dans le sud de la France, dans un château, un domaine viticole, Chronos et Dionysos. Il me tape dans la main, il me dit, ok, c'est bon, on trouve une date. Et c'est quoi le deal? Le deal? Ouais, c'est. Venez, vous êtes le bienvenu. Ok. Tout simplement. Parce que tu invites Jean-Claude Biver à venir. À venir parler, à venir rencontrer des amateurs, des collectionneurs. Je suis pas du tout dans le business à l'époque. Ok. Je suis pas du tout dans le business. Désolé, c'est un réflexe qu'on a maintenant. Bien sûr. Non, il y a rien du tout. À un moment donné, je lui dis, écoutez, si vous voulez, ce qu'on peut faire aussi, est-ce que vous auriez une montre à disposition? On fait une tombola, et avec le produit de la tombola, je vous la rachète, et tout ce qu'on fait en plus, on le donne à une association caritative. Donc, pour te dire, je prends rien. Sur l'organisation d'événements, je fais des deals avec un traiteur, avec le château, le machin et tout. Et derrière, chaque participant paye, ça leur a coûté 50 € le déjeuner toute la journée. Il y en a un qui repartait avec une idée. Je prends rien. Et il y avait une tombola. Et il y en a un qui devait repartir avec une montre Hublot. Tu te souviens de la référence? Ouais, c'était une Classic Fusion. Ok. Et donc c'est Florian qui l'a gagné. Salut Florian, si tu me dis. Bravo Florian. Si tu me vois. meilleur choix d'être parti à cette soirée. Donc écoute, ça se passe super bien. Et au déjeuner, on est là. Jean-Claude Biver me tape sur l'épaule, il me dit, la montre, c'est pour moi. Donc ce qui veut dire que moi je devais lui racheter avec le produit de la tombola. Donc en fait, tout le fric de la tombola, j'ai pu le filer en entier, en intégralité, à l'association Ella. Okay. Pour la lutte contre la leucodystrophie. Ok. Donc ce qui fait que et moi derrière, j'avais rien, j'avais aucune structure, pas d'association, rien du tout. Tu voulais faire plaisir aux copains. Hein. Je voulais faire plaisir aux copains. Même moi j'ai payé mon déjeuner. Tu vois. Ok. Donc oui, bien sûr. j'étais pas du tout dans un truc business, pas du tout. Donc on a tous passé un super moment. Et là, comme ça s'est super bien passé, je venais entre temps de créer mon club Passion Horlogère. Jean-Claude Biver m'a dit, je veux bien
ça fait un peu de bruit. Okay. Je veux bien devenir membre d'honneur. Donc, il est devenu membre d'honneur de Passion Horlogère. Okay. Le premier membre d'honneur. Et il m'a dit, je vous aiderai. Okay. Et il a tenu parole. Et c'est donc lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui après m'a téléphoné, m'a dit, bon, ce que vous faites, c'est bien. Entre-temps, j'avais créé le site internet. C'est un copain qui me tannait depuis 6 mois. Il m'avait dit, donc Alexandre, il me dit, Thierry, je sais faire ça. En quelle année, Pardon? En quelle année? Ça, c'est 2009. Ok. Il me dit, je sais faire les sites internet. Si tu veux, je t'en fais un. Bon, pas besoin. Format montre. À un moment donné, ça se passe mal. On me coupe la tête. Je dis, bon, Alexandre, tu veux me faire un site? Allez, j'ai des choses à raconter. Donc, c'est le moment. Je vais les raconter chez moi. Et donc, Jean-Claude Biver qui me dit, voilà, si vous voulez, je vous soutiens. Vous mettez des bannières pub. Et c'est parti. Moi, je fais, non, jamais, pas de pub. Moi, je suis libre. Je veux être libre. Je veux pas de publicité. Ok, pas de problème. Il me dit, je veux bien vous aider, mais je vous donnerai pas d'argent. Je dis, ok, de toute façon, j'en demande pas. Je suis dans la fonction publique. Dans la fonction publique, finalement, je suis allé voir, demande de cumul d'activité, passage en commission de déontologie. J'ai rappelé les Jean-Claude Biver. J'ai dit, finalement, ça peut m'aider quand même, parce que je faisais pas mal d'allers-retours entre Marseille et Paris. Donc, des billets de train, en fait, ça me coûtait l'équivalent d'une montre par an. Et au moins, voilà, que je paye mes frais, quoi, que ça me rembourse les frais. Donc, on a commencé comme ça, gentiment. Et quand tu as Hublot qui arrive, Jean-Claude Biver passe ensuite chez Tagueyer, chez Zénith, toute la branche LVMH. T'as donc toute la branche LVMH qui te soutient. Derrière, et quand tu dis qu'ils soutiennent, c'est-à-dire qu'ils achètent de l'espace publicitaire sur ton site. Voilà, ils m'achetaient de la pub. Ils m'influençaient en rien pour le contenu. Ils me demandaient rien concernant les articles. Après, je suis un garçon loyal. Puis, je connaissais bien. Ils m'invitaient de partout. Donc, je connaissais très bien ces produits, ce qui fait que je pouvais en parler. Il n'est pas idiot. C'est pas un philanthrope. C'est des gars, ce sont des gars qui étaient dans le business. Moi, je découvrais. Donc, pas de souci. Je jouais le jeu pour ce qui m'intéressait. Les produits qui m'intéressaient pas, j'en parlais pas. Et ça a toujours été ma ligne éditoriale, si tu veux. Et donc, petit à petit, ça a fonctionné. Puis je suis allé voir mon administration. Je leur ai dit, écoutez, je voudrais me mettre en disponibilité. Donc, je suis parti en disponibilité. Et donc, ce qui fait que j'ai pu me lancer à 100% dans l'horlogerie. Donc, tout ça s'est fait vraiment progressivement, petit à petit, vraiment, vraiment. Et ça s'est fait de manière empirique. Mais à aucun moment, il y a eu un business plan. Tu vois, le modèle économique, c'était un petit peu... je faisais en fonction de ce qu'on me proposait. Et par la suite, on m'a proposé plein d'autres choses. On m'a proposé de faire du conseil en marketing, communication, conseil en stratégie, en produits. On m'a demandé d'aider certaines marques que j'aimais bien, que je trouvais sympa. Et du fait du réseau que j'avais réussi à construire, des aider, par exemple, à pénétrer un marché. Où là, il suffisait que je les mette en présence avec des gens que je connaissais. Et c'est comme ça qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, je cumule un petit peu plusieurs casquettes. Je suis à la fois éditeur de contenu avec 4 sites internet, donc Passion Horlogère, Tendance Plurielle, qui est un peu plus lifestyle. J'ai Artiste du temps, où là, on part de l'horlogerie de manière un petit peu plus artistique, ou alors de tous les partenariats qu'il peut y avoir avec le milieu de l'art. Et puis, Petites annonces horlogères, où là, c'est une plateforme de mise en relation pour les gens qui font de l'achat-vente. En fait, c'est un service que j'offre à mes lecteurs, tout simplement. Là, pareil, c'est gratuit. Vous voulez mettre une annonce, petitesannoncehorlogères.com. C'est entièrement gratuit. On met évidemment tout dans les notes, les amis. C'est tous les liens sont dans les notes. et derrière, on essaie de faire gaffe. S'il y a des trucs qui sont un peu louches, on publie pas. Enfin, voilà, on est toute une équipe à gérer ça. Et donc, il y a cette partie édition. L'autre côté, partie conseil. Où parfois, voilà, on fait appel à moi. Et puis après, j'interviens, je donne des cours dans une école de commerce qui est spécialisée dans le luxe. Donc là, je donne des cours d'horlogerie, non pas d'horlogerie au sens produit, mais je présente l'univers de l'horlogerie dans le monde du luxe. Génial. Et puis, de temps en temps, je faisais des interventions un petit peu sous forme ou de conférences ou dans des séminaires pour des grosses boîtes, voilà, qui m'appellent, qui font appel à moi. Voilà. Alors concrètement en consulting, ça peut être quoi? Si par exemple aujourd'hui je suis une marque de montres, comment je peux faire appel à toi? Est-ce que tu as des cas concrets? Alors sans citer les noms évidemment des marques. Pas citer les noms parce qu'à chaque fois il y a des clauses de confidentialité. Bien sûr. Si tu veux, alors on va faire appel à moi. Alors c'est ça qui est étrange, c'est que plusieurs fois, la plupart du temps, les gens sont venus à moi en me faisant des propositions et j'avais pas forcément conscience d'une quelconque comment dirais-je,
une quelconque possibilité, compétence, voilà, Okay. je cherchais le mot. Et voilà, j'avais pas forcément conscience de compétence par rapport à ce qui m'était demandé. Donc, comme je suis un garçon plutôt passionné, j'aime bien relever les défis. Bon, ok, pourquoi pas, on essaye. Et puis, il y a eu de belles réussites. Donc, si tu veux, en marketing et communication, je les aide pour mettre en place des stratégies marketing. Ok. Pour mettre en place aussi tout ce qui touche à la communication, c'est-à-dire je les aide à trouver des agences RP, les plus compétentes qui existent dans ce domaine spécialisé qu'est l'horlogerie. Okay. Je les aide aussi à trouver les supports qui fonctionnent bien pour pouvoir communiquer. Ouais, c'est vraiment de la com, C'est la com. l'RP. C'est ça. Alors c'est pas forcément de l'RP parce que l'RP, je fais pas l'RP, je vais pas. Mais tu conseilles du coup. Mais je conseille pour ça. Voilà, je conseille pour tout ça. Si tu veux, on va dire, c'est 15 ans d'expérience, 15 ans en étant un petit peu, tu sais, quand tu as un petit peu la casquette presse et quand tu rencontres beaucoup de gens, c'est un microcosme, c'est assez petit. Donc très vite tu connais les gens. Et au début, c'était la recommandation que je faisais, jusqu'au jour où une première marque est venue me voir en me disant non, mais nous, une recommandation, enfin le bon conseil, Huggy et bon tuyau, ça va bien. Nous, on veut un vrai boulot. Donc pour ça, on fait un contrat. Et puis voilà, tu me fais quelque chose de structuré, tout ça. Donc moi, ça m'a permis d'apprendre aussi ce métier. Ça m'a permis de structurer un petit peu ma pensée. Ça m'a permis de voir un petit peu, de structurer aussi tout le réseau que j'avais. Et maintenant, je sais qui conseiller très rapidement pour quoi que ce soit. Et donc, il y a d'autres marques qui me disaient, Thierry, on aimerait se développer sur la France. On veut d'abord faire un test avec toi et on fait des tests avec notre e-shop. Et après, si ça fonctionne bien, essayer de voir si tu connais des détaillants que ça peut intéresser. Donc là, j'arrivais avec des chiffres, etc. J'allais voir les détaillants que je connais très bien, en leur disant, écoute, on a fait un test pendant 6 mois, voilà ce qui s'est vendu. Tu pourrais essayer. Je te mets en relation avec. Vous voyez pour les conditions, je suis pas un agent. Vous débrouillez et puis ça peut être intéressant. Et c'est vrai que le détaillant qui a confiance en toi, il te voit pas comme un commercial. Parce que ma réputation, à un moment donné, enfin, si je me loupe, je lui ferai qu'une fois. C'est la confiance, c'est une allumette. Une fois que c'est cramé, c'est fini. Surtout dans l'horlogerie, c'est un milieu qui est minuscule. Mais c'est un tout petit milieu. Donc c'est pour ça que tu t'as pas droit à l'erreur. Tu peux avoir droit à l'erreur, si, comme de partout. Il faut être indulgent. Mais si tu arrives avec tes gros sabots et moi je sais tout et en fait t'es juste là pour récupérer, très vite ta réputation sera faite. Moi, ce qui compte, c'est que ça fonctionne bien et que ça fonctionne longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, je dis toujours, je suis pas venu dans l'horlogerie pour faire l'attaque de la diligence. Moi, je me suis installé pour du long terme. J'aime ça. J'aime les produits, j'aime le milieu, j'aime ce business maintenant. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de faire des analyses justement sur ce que je peux observer dans l'horlogerie. Donc, prendre du recul, tu vois, avoir une vraie vision macroéconomique. Enfin, ça, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'essaie d'écrire dans mes éditos. Voilà. Ok. Et donc du coup, édition, conseil. Ouais. Est-ce que tu as une autre activité encore? Donc, comme je te disais, les cours en école de commerce. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu as eu des élèves qui ont des petits montants incroyables ou qui t'ont sorti une Hulk ou des non, trucs? alors c'était plus, alors ils sont tous, c'était plus fin que ça. Si tu veux, ils ont une approche très luxe. Ils n'ont pas forcément une approche horlogère, donc une approche luxe. Donc j'ai vu des élèves avec des petits quartiers. J'ai vu avec Gégère. Ok. Donc on était dans quelque chose de très très fin. Ouais, plutôt old fashion. Ouais, c'est ça. Et puis il faut, enfin, ce qu'ils peuvent se payer aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que le Hulk aujourd'hui. Non, bien sûr. Alors, il y a des gens qui ont de l'argent, c'est pas un problème. C'est quoi l'école de commerce? C'est ESG Luxury Management. Ok. Oui, okay. Je vous conseille, c'est très intéressant. Et j'ai trouvé de véritables pépites. Mais vraiment. L'année dernière, il y en a une qui est venue faire un stage avec moi. Il y en a d'autres que j'ai orienté chez des horlogers pour faire des stages. Là, cette année, j'en ai une extraordinaire, la petite Margot. Je veux faire des trucs avec elle. Une proposition à l'occasion en fait de son oral de fin de cycle. Elle m'a présenté un truc que j'ai trouvé génial et je veux le proposer à une marque. Une marque horlogère. Donc beaucoup de créativité. Ah oui, donc du concret, du très très concret. Ouais. Et pourtant, quand je les récupère en début d'année scolaire, ils connaissent très peu l'horlogerie. Le luxe pour eux, c'est la mode, ça va être la parfumerie, ça va être, enfin, dans le luxe, l'horlogerie a une part infime. C'est tout petit, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est pas grand chose. Donc, oui, pour eux, c'est juste un pan, c'est juste une ligne. Voilà, donc ils découvrent l'horlogerie, mais ils ont une telle force de travail, et puis ils sont brillants, ils sont bons, ces gamins.
Donc derrière, tu les aiguilles un petit peu, tu les aides. Puis à la fin, de toute façon, il y a un diplôme à obtenir, donc ils bossent et ils arrivent avec un projet et ils te présentent ça. Donc la plupart du temps, c'est plutôt pas trop mal fait et tout. Elle, quand elle est sortie de la salle, on s'est regardé. Donc j'avais composé un jury, j'avais un artiste passionné d'horlogerie et un horloger. On s'est tous regardés. Ils ont dit waouh, c'est brillant. Donc je dis pas la note parce que j'ai pas encore délivré. Je sais pas quand est-ce que tu vas publier. mais je ne sais pas. Du coup, Margot, tu sauras ta note voilà. en bonne et due forme au moment où exactement. Au moment où ça sortira. Mais en tout cas, tu as impressionné. Donc tu auras au moins plus de 15, ça c'est sûr. Ah bah oui. Elle aura la meilleure note qui soit. Et en plus, son projet, donc je lui en ai parlé, je l'ai appelé après. Ok. Je lui en ai parlé, je dis écoute, c'est très bien, si tu es d'accord, on en parle à une marque. Et si ça peut se faire, très bien. Après, je dis c'est pas ce qui va la rendre richissime. Ça, après, on verra pour les termes. J'ai les avocats, j'ai ce qu'il faut pour aller négocier. Margot, tu peux déjà créer ton compte auto-entrepreneur. Voilà, comme ça, tu vas créer ton SIRET. Tu pourras facturer Thierry pour cette idée brillante. C'est pas moi qu'il faudra facturer, ce sera la marque. Moi, je directement. Juste... oui, bien sûr. Voilà. Non, et puis même, j'aimerais bien que la montre porte son nom. Ce serait pas mal, ça. Ah, incroyable. Ce serait chouette. Donc voilà, oui. Donc je fais ça aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, je fais tout ce qu'on peut me proposer dans le milieu de l'horlogerie. Sauf mettre les mains dans le cambouis. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Je suis très admiratif des horlogers, mais moi, je sais pas faire. Et je les envie pas parce que au-delà de 5 secondes, je peux pas rester concentré. Ok. Ah oui, donc ok. Ah non, je suis pas horloger. Très bien. Mais au moins, faut connaître ses défauts et ses forces. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, Thierry? Alors, aujourd'hui, je porte, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ma visite de la manufacture Seiko. Donc ça, c'était en 2010. Je porte une Grand Seiko. Donc 2010, c'est l'année où Grand Seiko a pris un nouveau virage. C'est le virage de la globalisation. Auparavant, cette marque était exclusive au marché japonais. En 2010, Shinji Hattori a décidé de la proposer au monde entier. Il avait fait quelques tests depuis 2 ans en France avec Hervé Lanier, justement, à la boutique Seiko de la rue Bonaparte à Paris. Dans le 5e, du coup, c'est ça? C'est dans le 6e. Dans le 6e, ah oui, c'est juste à côté. Ouais, c'est juste à côté, là. On est dans le 6e. On est d'ailleurs à l'Atlas, les amis, une brasserie très sympathique rue de Bussy, au 11 rue de Bussy, dans le 6e arrondissement. On les remercie pour l'accueil. Ouais, merci à eux. Ils ont été super cool. Ils ont donné cet espace au calme. Très, très sympa, exactement. Donc, du coup, par rapport à cette boutique, ils ont fait des tests, Grand Seiko. Ouais, ils ont fait des tests et ils ont vu que ça prenait un petit peu. Et puis, il y avait cette volonté. Il y a un corner, là, aujourd'hui, Grand Seiko. Aujourd'hui, il y a un corner Grand Seiko. Et il y a la boutique Grand Seiko qui se trouve place Vendôme. Donc, on a... la marque est bien implantée. Frédéric Bondou est à sa tête au niveau de Grand Seiko Europe. Il fait un énorme boulot. La marque a investi énormément. Et depuis 2017, Grand Seiko est séparé de Seiko. Avant, c'était une branche. Maintenant, c'est séparé. C'est une marque à part dans le groupe. Voilà. Et donc, si tu veux, cette montre, c'est la Hi-Beat, la Grand Seiko Hi-Beat. Et à l'époque, il y avait la double signature. C'était Seiko, Grand Seiko. Aujourd'hui, ça n'existe plus depuis 2017, justement. Maintenant, il n'y a plus que Grand Seiko. Et cette montre, lorsque je l'avais vue, j'étais tombé sous le charme. Je l'ai adorée. Et à l'époque, elle existait en édition anniversaire avec un cadran neige. Je dis, c'est celle-là que je veux. Et lorsque j'ai visité la manufacture, j'ai vu la manière dont étaient créés les cadrans. Le cadran neige, c'était embossé. Ce cadran soleillé, une dame avec une machine, elle faisait ça à la main. Il y a plus. Elle t'a vendu le cadran direct. Mais non, mais, et elle a rien fait. Oui, bien sûr. Le savoir-faire que tu as observé. Mais et d'ailleurs, j'ai publié sur ma chaîne YouTube, on retrouve des vieux films, ils datent de 2010, 2011, où on voit ses mains. Elle avait des mains, mais qui étaient, usées parce que c'était dans l'eau, ou un produit quelconque, je ne sais pas. Et elle faisait tout ça. Et là, j'ai dit, mais non, moi, ce que j'aime, c'est les produits où il y a de l'humain. Moi, une machine qui tape, ok, mais ça, il y a pas d'âme. Donc le cadran neige, c'est tout simplement tamponné. Okay. C'est du coup, avec les détails, on se dit que c'est peut-être un humain qui. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Un cadran gravé, mais ça sortirait jamais à ce prix-là. C'est pas possible. Là, on est dans l'industrie. Voilà. Donc c'est pas possible. Si tu commences à faire tous les cadrans qui sont ou gravés ou alors réalisés comme chez Breguet, je cherche le nom, j'ai oublié la grosse machine là. Ah zut, Guilloché. Voilà. Guilloché, ok. Voilà. Tu vois, chez Breguet, ça va sortir à 20 000 euros. Ça demande le plus cher dans l'horlogerie, c'est le temps homme. C'est ça le plus cher. Donc à partir du moment où il y a des gens qui sont derrière et qui font des opérations,
ça revient plus cher à la marque. Mmh. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses-là qui sont très très bien, qui sont parfaites, bah, ce sont des procédés industriels. Là, en l'occurrence, même si si pour le reste il y a pas mal d'industrialisation, hein, le taillage de la boîte, etc. Tout ça c'est fait par des CNC quoi. Là, j'ai vu Des CNC, des machines à commande numérique. ok. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ils mettent une journée pour la programmer. D'accord. Après, ils envoient et ça peut travailler pendant 7 jours sur 7, H24 et ça sort ce qui est demandé. Voilà. Ok. C'est des CNC, c'est ce qu'on trouve dans les manufactures. Tu verras quand tu visiteras tes premières manufactures. C'est chouette, mais les hommes sont plus dans l'assemblage. N'hésitez pas à les marques. Hein, je suis très très chaud pour visiter vos usines. C'est étonnant, hein, mais c'est passionnant. Et t'as que des gens qui sont passionnés là-dedans. Mais tu vas voir, si tu aimes justement l'aspect humain, moi c'est ce que j'aime dans l'horlogerie, c'est tout ce qu'il y a encore d'humain. Et quand j'ai vu cette femme faire ce cadran, je dis c'est ce cadran que je veux. Donc bref, voilà. Donc cette montre, elle date de 2010. Puis elle a toute une histoire derrière. Je l'avais prêtée à Peter Spittmarin, qui est un horloger indépendant et qui lançait son site internet The Naked Watchmaker. Ok. Et il voulait déconstruire des montres pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok. Mais il n'en avait pas lui-même. Et il m'a dit, enfin pour commencer à demander aux marques, c'est compliqué parce que d'entrée, lui, il voulait facturer, ce qui est normal et tout. Ok. J'ai dit, écoute, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si tu veux. Je te file quelques montres de ma collection et tu commences avec mes montres, on y va. Donc, il a fait avec cette montre-là, il a fait avec ma Rolex Submariner. Tu as filé la montre à un pote pour qu'il la démonte. Ouais. En détente. Ah bah attends, Peter Spittmarin, c'est parce que tu le connais pas. Oui, je pense que... Alors, le mec, c'est un surdoué de l'horlogerie. Ok. Avant ça, il avait créé sa marque et il faisait des montres avec des grandes complications. Donc, il lui filait ça. Bien sûr. C'est la rigolade. Enfin, c'était une blague pour lui. Ok. Voilà. Okay. C'est surtout, je voulais qu'il fasse pas l'idiot à remonter juste pour le défi en se bandant les yeux. Ok. Je voulais pas qu'il joue à Rambo. Non. Donc du coup, non, aucun souci. Okay. Il m'a fait ça. Il y a toutes les photos, ça on peut le voir sur mon site internet. Okay, on mettra tout ça dans les notes. Concernant la Grand Seiko, concernant ma Rolex Submariner, il l'a fait aussi. Et après derrière, ça lui a permis de travailler avec Grand Seiko et faire plein d'autres choses. Okay. Donc voilà, c'est comme ça, on se donne des coups de main. Donc j'ai des montres, tiens, vas-y, fais-le. Derrière, il l'a remonté, il l'a nettoyé. En gros, il m'a offert une révision. Qu'est-ce que je te dis? Hey, malin. Ok, stylé. Bravo. Non, c'est vrai, effectivement. Bravo. Bien joué. Allons. Bien joué, bien joué. Du coup, on a parlé de ton parcours, un peu, qui fait qu'aujourd'hui, tu es à la tête de Passion Horlogère. Exactement. Qui est le but de cette interview aujourd'hui. Parle-nous-en aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Passion Horlogère? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, Passion Horlogère, ouais. Bah, écoute, Passion Horlogère, c'est mon quotidien aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un site internet sur lequel j'échange autour de l'actualité de l'horlogerie. Alors j'essaie de coller à l'actualité, c'est-à-dire que je parle d'un maximum de marques et de montres qui sont proposées, présentées par les marques horlogères. Donc il y a une rubrique actualité où là je donne la parole en fait aux marques. Hein. C'est pas, il y a pas d'analyse, il y a pas, enfin c'est pas un article. Hein. C'est pas un article. Hein. Là c'est le communiqué de presse. Le brief quoi. Voilà, un peu remanié, mais voilà là-dessus aucun mérite. Et derrière, il y a aussi des articles. Alors il va y avoir des essais au porté. Là dernièrement Richard Segaud en a fait un sur une G-Shock. Il va y avoir des articles un petit peu plus de fond où on va par exemple on va présenter une marque comme Raketa et à travers son histoire, à travers les gens qui la composent, la visite de la manufacture, etc. Donc je veux proposer des nouveautés et puis quand il y a une nouveauté Rolex, c'est la marque qui me tient un petit peu à cœur. Je vois très bien ce qui se passe sur le club Rolex France qui se dit, je discute à droite à gauche avec des gens de chez Rolex, des gens extérieurs, des passionnés, des collectionneurs, des AD, etc. Puis j'essaie moi de faire une analyse. Quand Rolex rachète Bucherer, je dis pas juste Rolex rachète Bucherer, non, je vais expliquer pourquoi, comment. Voilà, un petit peu je vais mouiller la chemise si tu veux. Là j'essaie de faire un boulot. Tu peux nous faire un petit résumé de ton analyse toi? Je suis désolé pour ma voix les gars. Concernant le rachat de Bucherer. Écoute, pour moi c'était quelque chose que j'avais envisagé mais pas sous cette forme-là. En fait, Rolex, il faut savoir que historiquement depuis 1945, Rolex est une marque à part. Rolex est la propriété d'une fondation, la fondation Hans Wilsdorf, du nom du fondateur de Rolex. Une fondation dans le droit suisse, c'est très particulier. Il faut qu'il y ait un objet qui soit lié à la philanthropie, qui soit lié à quelque chose de positif pour apporter quelque chose à la société. Et en revanche, en contrepartie, on protège cette entité. De quelle manière on la protège?
en autorisant la non-publication des comptes. Ok. Or, si on parle aux financiers, si on parle aux industriels, le meilleur moyen de connaître la stratégie d'une société, c'est d'éplucher les comptes. Bien sûr. Voilà. Donc, quand tu n'as pas accès aux comptes, tu peux pas savoir la stratégie de la société. Tu peux pas savoir l'état de sa richesse. Tu peux pas savoir ce dans quoi elle investit. Donc, Rolex a investi dans beaucoup de choses. Rolex a été la première manufacture à se verticaliser. Donc, elle a investi en rachetant tous ses fournisseurs. Rolex a investi pour faire de leur philanthropie dans de l'immobilier. C'est le premier propriétaire foncier du canton de Genève. Okay. Donc Rolex est un État dans l'État, il faut le savoir. Et tout ça, c'est pour faire des logements sociaux. Rolex donne des bourses à des étudiants en Suisse. Rolex a des programmes comme Mentor et Protégé pour protéger des artistes. Donc ils font plein de choses. Ils protègent les océans, ils font plein de choses. Et donc tout ça pour te dire que Rolex, on est dans une entreprise qui est profondément suisse, profondément genevoise, profondément, jusque dans le conseil d'administration de la fondation où il y a l'État, le canton de Genève qui est présent, il y a des avocats, les meilleurs avocats de Suisse, de Genève qui sont présents aussi. Pourquoi ? C'est pour vraiment protéger cette fondation. Enfin, c'est le joyau de la Suisse, Rolex, si tu veux. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe concernant Bucherer ? Jörg Bucherer, 86 ans ou 88 ans, je crois quand ça se décide, n'a pas d'enfant. Comme Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf, il n'avait pas d'enfant. C'est pour ça qu'il a créé une fondation. Jörg Bucherer, donc, ne veut pas que du jour au lendemain, son empire, l'empire qui a été créé, dont il est la 4e génération, soit démantelé, soit racheté par des gens, par des groupes qui sont cotés en bourse et qui, eux, vont en faire ce qu'ils voudront. Ils veulent protéger. Donc, moi, j'avais émis l'hypothèse, il y avait 2 solutions. Soit il devenait une fondation, fondation Bucherer, soit, par testament, il léguait ça à Rolex. Pourquoi à Rolex ? Parce que Bucherer et Rolex ont une longue histoire commune. Quand Hans Wilsdorf, dans les années 30, a besoin d'aide, il va voir Monsieur Bucherer et il lui demande s'il accepte de le soutenir. Monsieur Bucherer dit « Ok, on va créer, tu vas me fabriquer des montres et sur le cadran, on mettra Bucherer. » Donc, il y a des montres, double signature, Bucherer, Rolex, ou alors uniquement Bucherer, mais fabriqué par Rolex. Donc, il le soutient. Quand Jörg Bucherer fait sa formation, chez qui il va ? Chez Bucherer, chez Rolex, pardon. C'est Hans Wilsdorf qui le forme lui-même. On est dans les années 60, avant la mort, 50, pardon, avant la mort de Hans Wilsdorf. Et c'est lui qui forme le jeune Jörg Bucherer. Dans l'horlogerie, parce qu'il y a 2 branches à l'horlogerie, joaillerie. Donc. Forte histoire commune déjà. Ah, mais ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent par cœur. Et ils ont cette suicitude qui est commune, si tu veux. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'humains. C'est pas des philanthropes non plus, hein. Attention, d'un côté comme de l'autre, c'est très, très business. Mais, à un moment donné, il y a des intérêts qui sont communs. Là, qu'est-ce qui se passe pour Monsieur Bucherer ? Tu te rends compte, 3 mois, il peut pas le savoir, évidemment, mais 3 mois avant sa disparition, il décide de vendre tout le groupe Bucherer à Rolex. Mais vendre tout le groupe Bucherer, ça signifie quoi ? Ça signifie vendre à peu près, on va dire, c'est Bucherer, le groupe Bucherer, c'est le premier distributeur d'horlogerie au monde. Grâce aux boutiques Bucherer, grâce au rachat de Tourneau, grâce à The Watch Gallery en Grande-Bretagne. Le premier du monde. En gros, on va dire que ça représente à peu près, 15% de la distribution horlogère mondiale. C'est énorme. Ok. C'est énorme. L'intérêt pour Rolex de racheter ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu maîtrises ta distribution. Tu maîtrises toute ta distribution. Et celle de tes concurrents. Et celle de tes concurrents. Tu as la vision sur tes concurrents. Puisque tu es chez le premier au monde, tu as un benchmark immédiat. Ok, alors moi, j'avais pas du tout l'info sur la mort du patron 3 mois après. 3 mois après.
Donc, que c'est peut-être lié aussi un peu, hein. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise santé ou un... bah, il était vieillissant. Non, mais de toute façon, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça faisait des années que c'était Oui, préparé. oui, Tout ça. oui, Il y bien avait sûr. des avocats comme d'un côté comme de l'autre qui préparaient ça. Ma théorie à moi, ça allait se faire. ma théorie à moi, c'est que justement, dans mon expérience à moi d'achat de ma première Rolex, Mhm. bah justement, d'un AD à un autre, tu pouvais avoir une différence de traitement incroyable. T'en as un qui va bien te recevoir, te filer le café, un verre d'eau, qui va noter dans son grand cahier Rolex, qui va te mettre sur liste. Et bon, voilà, ça fait partie du truc. Déjà qu'il n'y a pas de stock et que c'est un peu relou, au moins on t'accueille bien. Et tu peux en avoir un autre qui va te mettre ça sur un post-it et te dire merci. Voilà. Et donc je me suis dit peut-être que Rolex, en ayant cette info, voulait maîtriser justement jusqu'au bout cette distribution. Mais si tu me dis que ça fait un petit moment, donc c'est pas une problématique de stock non, ou de... non, c'est pas. Non, je pense qu'il faut pas aller voir ça parce que là, vraiment, tu regardes du fait de ton expérience et pas. Bien sûr, faut on dézoomer. est à d'autres. Non, mais c'est qui est très bien, ce qui est normal. On est à d'autres niveaux. Ça, Ok. c'est pas un problème. Rolex, attention, Rolex aurait très bien pu se passer de tous ces années depuis des années. Audemars Piguet l'a fait, Richard Mille l'a fait. Ils sont pas plus idiots, Rolex. Ils auraient pu le faire. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont jamais fait? Parce que Rolex a toujours respecté le travail de chacun. Chacun Ok. son boulot. Rolex n'est pas vendeur de montres en B2C. Pourquoi ils rachètent Bucherer? Parce que Bucherer, c'est le meilleur et le numéro 1, point barre. Rolex est toujours numéro 1. Donc, au lieu d'ouvrir ses boutiques partout, à chaque fois qu'ils ouvrent des boutiques, Rolex, c'est en partenariat avec un AD. Ici, rue de Rennes, c'est avec la Sossois. Place Vendôme, c'est avec Dubaï. Champs-Élysées, c'est Dubaï aussi. Tu vois, dans le coin aussi, on a avec, comment c'est, je me souviens plus. Bref, c'est toujours, ou à Marseille avec Frojo, c'est toujours avec quelqu'un dont c'est le métier. Et là, quand tu discutes avec les AD, j'imagine que tu as tes contacts, toi, avec des AD. Il n'y a pas des craintes, justement, par rapport à ce rachat? Non, parce que Rolex ne fera pas cette erreur. De toute façon, ils sont obligés de passer devant l'autorité de la concurrence. Ok. S'ils sont en position de monopole, à un moment donné, c'est pas possible, ce sera pas autorisé, ce rachat. Ok. Donc, Rolex va maîtriser Bucherer. Après, là, je te parle de court et moyen terme. À long terme, ça peut changer. Mais court, moyen terme, il va rien se passer. De toute façon, ça fait quelques années que Rolex resserre sa distribution. Voilà, Ok. la distribution devient de plus en plus exclusive. Ça va être Mayer à Lyon, ça va être, voilà, il va y avoir, en France, il va y avoir une dizaine de points de Groupe vente. d'AD. Ouais, voilà. Pendant des années, il y en avait des dizaines. C'est Ok. fini ça. C'est fini. Donc c'est une distribution plus exclusive, mais une distribution qui continue à participer et à être avec les meilleurs. Ok. Voilà. Et peut-être qu'un jour, ils rachèteront les boutiques Rolex, ce sera, voilà, par le biais de Bucherer, ils rachèteront les boutiques. Mais là, après, on peut supputer ce que l'on veut. De toute façon, quand on regarde à gauche, Rolex passe à droite. On peut Ok. imaginer tout ce que l'on veut. Pas encore assez d'expérience, moi, pour être surpris par Rolex encore. Non, mais Rolex, je veux dire, c'est, voilà, eux, ils travaillent sur le long terme. Ils ont cette possibilité. Je te dis, c'est une fondation. Chaque année, ils n'ont de compte à rendre qu'à un conseil d'administration, pas à des actionnaires à qui ils doivent verser des dividendes. Donc, toute la richesse qu'ils vont produire sera réinjectée ou alors partira pour les opérations dont je te parlais liées à la fondation. Voilà. Donc, ils n'ont de compte à rendre qu'au conseil d'administration. Donc, ils peuvent avoir des politiques sur le long terme. Et c'est ça qui est génial avec cette marque. C'est pour ça que cette marque, en étant la meilleure aujourd'hui, ne sera jamais rattrapée par qui que ce soit. Ok. Ni par Omega, ni par Tag Heuer, ni par qui que ce soit. C'est pas possible. Du fait de cette structure juridique. Ok. Ils ont pris trop d'avance sur tout le monde. Ok. Et tu parlais d'Omega, justement. Est-ce qu'on peut... alors d'ailleurs, on mettra l'article, hein, évidemment, sur Bucherer, sur le rachat de Bucherer, dans les notes. Avec plaisir. On peut parler de ce coup de génie du groupe Swatch, quand même, avec cette collab Swatch et Omega. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Fabuleux. En tant qu'observateur, fabuleux. En tant que collectionneur, ça m'intéresse pas. Non, bien sûr, mais Voilà, en tant que donc passionné d'horlogerie. J'ai pas acheté la montre, mais j'ai trouvé le coup génial. Ok. Tu vois, là, c'est là que je fais le distinguo entre le passionné d'horlogerie et maintenant le professionnel observateur du milieu. Donc, comme je te dis, en tant qu'observateur, en tant que... là, c'est pareil, j'ai écrit un article dessus et Qu'on mettra dans les notes. j'ai expliqué la raison pour laquelle je ne veux pas l'acheter. Ok. Ça m'intéresse. J'ai la vraie. Enfin, bien sûr, mais... moi, je dis toujours, si tu roules dans une Porsche 911 Turbo, on te sort le Cayenne diesel ou électrique, te dit, regarde, c'est génial, ok, c'est bien, je préfère ma 911 Turbo. Ok. Voilà. Mais est-ce que toi, justement, pour ce milieu un peu de l'horlogerie, est-ce que c'est pas justement ce type d'initiative qui feront rentrer
des gens qui, à Bien la base, en sûr. fait, n'avaient aucun Mais bien entendu. attrait. Et c'est en ça que c'est génial. Alors moi, si tu veux, moi je suis pour le prosélytisme. Moi, tous ceux qui n'ont pas de montre au poignet, ceux-là, pour moi, c'est terre d'évangile. C'est eux que je veux aller convaincre. Voilà. Ok. Eux, je veux les amener. Donc, quand tu vas chercher la Gen Z avec ce type de produit, Ils ont réussi à vendre des blancs-pains à la Gen Z. Incroyable. mais voilà, tu vas chercher ces jeunes qui, eux, veulent pas de montre, ou alors ça va être une montre connectée et tout. Finalement, ils trouvent ça super sympa. Il y en a plein qui ont trouvé ça sympa parce qu'apparemment, ils pouvaient faire une petite culbute, ils pouvaient gagner un petit billet au passage. Très bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, ils connaissent déjà la marque. Maintenant, ils connaissent le produit. Maintenant, ils vont chez Omega et ils disent, je veux voir la vraie. C'est ça qui est sympa. Donc, ils vont voir la Speedmaster et dès qu'ils auront un petit peu de fric ou quoi que ce soit, puis dès qu'ils auront une appétence horlogère, ben ils vont acheter ce produit-là. Ça permet à une marque, à un produit, à une montre iconique telle que la Speedmaster de sortir du monde unique de l'horlogerie et d'être un peu plus grand public. Et je trouve ça très bien. Donc, c'est pour ça que l'initiative, je la trouve géniale. Sur la Blancpain, pourquoi pas? S'ils avaient sorti une toute noire, je pense que celle-là, je l'aurais achetée. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est automatique. Donc c'est le système 51 que je trouve génial. Là, ouais, ça je l'aurais acheté. Même si c'est pas réparable. On est dans du produit jetable. Ouais, 500 balles pas réparable, ça me... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est cher payé. Ouais. Pour du consommable, ouais. C'est cher payé. On est d'accord. Après, écoute, je dis, si à un moment donné, je les ai, j'ai un coup de tête, j'ai envie de, je suis capable, parce que je suis un passionné. Mais si on raisonne réellement, bah non, il faut pas. Enfin, 500 balles. Tu vas chez Seiko, t'as des super montres, quoi, 500 balles. Tu vas chez Citizen. Bien sûr. Attends, Citizen, à 200 balles, t'as une plateforme. À 300 balles, t'as Toyota. en dessous de ça. Enfin, c'est quand même, ça, c'est de l'horlogerie, quoi. C'est mieux. C'est de l'horlogerie, mais c'est de l'horlogerie industrielle aussi. Donc, finalement, l'autre, elle a un look, elle est cool aussi. Voilà. Mais j'aime ça. Ça, ces produits-là, j'aime. Après, je te dis, la Speedmaster, quoi, la Moonswatch, j'ai adoré le concept. J'ai adoré le coup marketing. Je trouve ça fabuleux. Les queues qu'il y avait. Mais, ça m'intéresse. J'ai eu des propositions, je suis allé en chercher pour des copains, des copines. Voilà, mais pas pour moi. Ça m'intéresse pas. C'est quoi l'actu en ce moment dans l'horlogerie? L'actu. Qu'est-ce qu'on peut lire sur Passion Horlogère? Alors, évidemment, là, il va y avoir une actu. Tiens, tu vas la voir en avant-première. Génial. Là, je suis en train de réunir. Alors, j'ai réuni déjà le comité de présélection. Ils m'ont déjà tout envoyé. Puis on va faire l'élection de la montre de l'année, tout simplement. Ok. Montre de l'année 2023. Ok. Alors moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Mon copain Franck Sensé en est la 2e édition. Cette année, j'étais à sa cérémonie. Alors Franck Sensé, c'est costaud. Hein. Lui, il fait venir les CEO et tout. Moi, je fais ça dans mon coin. Je fais ça avec mes lecteurs. Ils votent et on ira offrir un super trophée. Tu verras, je t'enverrai les infos. Avec plaisir. Un super trophée réalisé par un artiste et qui sera unique. Okay. On ira l'offrir à la marque qui aura gagné. Et donc voilà, moi ça fait 10 ans que. Et donc il y a combien de montres en jeu là? Donc il va y avoir une trentaine. Ok. Une trentaine. Et alors là, il y aura qu'une gagnante. Tu vois, justement, moi j'ai pas fait de catégorie, je fais pas tous ces trucs-là. Okay. Il y a qu'une gagnante. Et j'ai demandé à mon comité de présélection de me donner les montres, mais enfin. Ils étaient totalement libres. Et après, les lecteurs n'auront plus qu'à voter. Et puis, la marque qui gagnera, on lui offrira ce trophée. Et voilà, ça sera montre de l'année. Donc ça, c'est mon actualité. C'est pour les jours à venir. Ok, cool. Et alors, du coup, toi, tu donnes de l'information. Ouais. Mais toi, tu vas la chercher où, ton information? Alors, mon information. Alors déjà, en grande partie, elle vient à moi. C'est-à-dire que les marques me les envoient. Ils te pushent, voilà. Et puis, après, tout simplement... les réseaux, les copains. Ok. Si tu veux, je respire horlogerie, je bouffe horlogerie. Toute la journée, c'est 15 heures par jour d'horlogerie. Ok. Donc, à un moment donné, tout ça vient, on se téléphone. Oui. Un gars comme Stéphane Siechka, on se téléphone plusieurs fois par semaine. Okay. On échange des infos. Grégory Ponce, on se téléphone. Thierry Castagna, ça peut être aussi Judica Elirel du Figaro. On va se croiser, on va discuter de certaines choses. Il y a des trucs que eux peuvent pas forcément publier, même des trucs que moi je peux pas publier. Mm-hmm. Je vais en parler à Grégory Ponce, par exemple, qui lui a une autre liberté de parole, qui veut faire autre chose. Enfin, voilà. Chacun, on a tous, tu sais, une ligne éditoriale un petit peu différente. Moi, parfois, j'ai des infos qui sont très intéressantes, mais qui sont pas pour mes lecteurs et j'ai pas envie de le publier chez moi.
Bah, je dis, ça peut profiter aux copains. Enfin, Bien sûr. donc, si tu veux, c'est le réseau. Et puis après, les informations, tu sais, tous les matins, le premier truc que je fais en me réveillant après avoir bu mon café, c'est ma revue de presse. Ok. Donc, je vais sur les médias internationaux, notamment les médias asiatiques. Ils sont réveillés depuis 7 heures. Ok. Et je regarde un petit peu de quoi ils parlent. Entre-temps, je consulte ma boîte email, je vois ce que je récolte. Ok. Je passe 2-3 messages, quoi que ce soit. Donc, en gros, ma première heure, je m'informe sur tout ce qui s'est fait pendant que je dormais. Ok. Et derrière, de la même manière, bah moi, je publie des trucs et parfois, bah c'est de l'autre côté, c'est côté États-Unis. Donc, voilà, ça sort avant, puis on fait comme ça, on fait le tour du monde, tout simplement. Ok, Voilà. super sympa. Petite tradition que j'essaie d'instiguer dans ce podcast, puisque l'heure tourne Ouais, ça fait moment. Et j'aimerais que ça soit vraiment une constante et que on puisse du coup comparer entre créateurs ou entre CEO. J'aimerais que tu me donnes, c'est pas préparé, hein, du coup, il avait pas l'information. J'attends. J'aimerais que tu me donnes pour le restant de ta vie, ta daily, ta sportive, ta dress watch et celle de ton mariage. Alors, t'es pas obligé de les avoir et ça peut être quelque chose que voilà, t'es milliardaire. Ouais. Ma daily watch, ça sera une Rolex. Ok. Ça c'est sûr. Jusqu'à présent, c'était la Submariner et depuis peu, j'ai acquis la Skydoller. Ok. Je l'adore. J'adore la Skydoller. Je l'ai aperçu. Cadran bleu. Je l'ai aperçu. Voilà, et bracelet jubilé et à porter quotidiennement. C'est canon. Mais attention, parce que c'est Thierry. Alors pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, hein, Thierry est un peu baraque. il a un beau poignet. Donc effectivement, les 40-42, ça lui va pas mal. J'ai un poignet standard 17,5. Tu sais, c'est vraiment le standard. Ok. Mais ouais, j'aime. Ouais, 41-42, je peux y aller. Au-delà, ça commence à faire mouse. Mais sinon, il y a pas de souci. 36, je suis pas habitué, ça devient petit. Mais entre 38 et 42. J'y vais sans problème. Alors, ce que je te disais par rapport à Skydoller, c'est le cas aujourd'hui, mais tu vois, j'étais tellement sûr jusqu'à il y a un mois que ma daily, ça serait toujours la Submariner. Ok. Ça peut évoluer tout ça. Mais aujourd'hui, tu me poses la question aujourd'hui, ça serait ça. Ma sportive, slash field watch. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Ça peut être une sportive classe. Ah non, parce que moi je croyais sport chic. Moi je pensais à ça peut être sport chic, ça peut être une G-Shock. Non, parce que sport chic, je vais rester encore, je vais encore taper haut, hein, je suis désolé. Non, mais je veux pas faire le gars snob, mais c'est une que j'envisage depuis très longtemps. Là, elle est montée tellement haut que inaccessible et je crois que je l'aurai jamais, mais tu m'as dit milliardaire, tout ce que tu veux. Ok, Nautilus. Ok. Ouais, 57-11 ou 57-12, j'aime beaucoup. Mais en quel coloris? Nautilus, acier et puis cadran bleu. Ouais. Encore bleu, tu vois. Tant qu'à faire. Non, mais ouais, celle-là, j'ai eu l'occasion de l'avoir à des tarifs. J'ose même pas en parler aujourd'hui tellement c'était bien. Mais à cette époque-là, j'avais pas cet argent-là. Puis si j'avais eu cette somme-là, je l'aurais mise dans autre chose parce que c'était déjà de l'immobilier, par exemple. Non, au hasard. Non, mais dans le développement de passion logère. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, donc voilà, inaccessible pour moi, mais c'est une montre qui, c'est d'un point le design années 80, Gérald Genta, et tu vois la finesse. Elle est géniale cette montre, elle est top. Donc voilà, on aime pas. Ok. Moi j'adore. Donc la Nautilus, donc plutôt sport chic. Ok. Ensuite, donc tu m'as dit et quoi d'autre? Dress watch. Ah, dress watch. T'es habillé en James Bond, petit costard. Alors attention, si je suis bien en James Bond, ça sera une sub, mais là, en l'occurrence, non. Non, en dress watch, écoute, je suis tombé amoureux d'une montre que j'ai réussi à acquérir il y a 2 ans maintenant, c'est mon duomètre chrono. Et donc aujourd'hui, je veux dire, c'est ça. À l'avenir, ça serait peut-être, je sais pas, j'aime beaucoup le datographe de chez Lange & Söhne, mais tu vois, c'est le même esprit. C'est-à-dire, déjà, ça va être chrono. Et puis ça va être une boîte un petit peu épaisse, or rose, avec un polissage bien particulier qui plus dans cet esprit on va dire allemand. Voilà. Okay. Donc voilà, ça serait ça. J'aime beaucoup. Ouais. Et celle de ton mariage? Celle de mon mariage. C'est-à-dire que tu la porteras qu'une fois. Alors donc, ce serait futur mariage, parce que je viens de divorcer. Hein. Eh ben, futur mariage. Alors écoute, il faudrait que je sois milliardaire, ou alors qu'elle le soit elle. Ouais. Greubel forcé. Je connais pas du tout. Greubel forcé. Ah, je t'encourage, faut vraiment que tu découvres ça. Greubel forcé, ce sont des montres, c'est de la Dreamwatch.
ce sont les montres les plus techniques. Dreamwatch, c'est bien comme terme. Je vais le garder du coup pour le mariage. Ce sont les montres les plus techniques qui soient, et c'est la perfection absolue. Ok. Donc la perfection, je te parle d'un point de vue technique. Ouais, bien sûr. Après, on n'aime pas du point de vue esthétique parce que c'est très très particulier quand même. Ok. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, là, c'est un vrai objectif. Okay. Un jour, je pense que j'aurai une Greubel forcée. Enfin, je l'espère. Ok. Et si un jour je l'ai, c'est que tout ira pas trop mal quand même. Voilà. Et on te le souhaite. Et Fieldwatch du coup? Fieldwatch? Ouais, Fieldwatch. J'ai choc. Ouais. Ouais, j'ai une Mudman que j'adore. Ok. C'est ma housse. Ouais, bien sûr. Mais alors, ça sera pas la Mudman, non, parce que c'est trop exclusif. Mais 5006, c'est la G-Shock, l'originel, rectangulaire. C'est génial. Je l'ai encore porté hier, je crois, si vous vous souvenez. C'est fou cette marque. Mais j'adore cette montre, mais elle pèse. Je crois que c'est 70 grammes. Elle a un look. Mais ça, c'est une véritable icône. Hein. 40 ans. Hein. 40 ans. Et c'est une montre que j'ai offerte à mon gamin et que j'offrirai à mes petits-enfants. 150, 200 euros, on a des... Et écoute, j'avais fait un test, c'était rigolo ça, à l'occasion d'un cours dans mon école de commerce. Donc je leur ai présenté un petit peu les montres de ma collection, hein, de temps en temps, je leur faisais passer, attention, petite chiffonnette et tout, enfin voilà. Hein. Ils faisaient gaffe, puis à un moment donné, je prends ma G-Shock, je leur ai balancé, voilà, il y a eu un gros brouhaha, un haut le cœur et tout. J'ai dit, ça c'est intéressant, regardez, ça craint rien. Ça, c'est génial. Et je leur ai fait, en fait, le coup d'Abraham Loubreguet qui avait fait ça avec ses montres, qui avait balancé, justement, pour montrer le côté anti-choc, etc. Donc, en gros, la première G-Shock, c'était une Breguet, hein. C'est ça, tu veux savoir. Hein. Bon, je le ferai pas aujourd'hui avec une Breguet. Mais ces G-Shock, c'est indestructible et c'est efficace, quoi. Intemporel. Ouais, intemporel. Voilà. Thierry, merci infiniment. Je t'en prie, merci à toi. Pour ton temps, merci pour ta confiance. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée? La prochaine? Eh ben, écoute, de toute façon, on s'interdit pas le fait de se revoir et de peut-être refaire une interview sur ce podcast. Avec grand plaisir. Bah, écoute, on pourra faire. Moi, je vais te proposer autre chose. Attention les gars, vous découvrez le deal en direct. Hein. On va faire la réciproque. Il y a une rubrique sur Passion Horlogère qui s'appelle Who's Who. Donc, c'est tout simplement les personnalités de l'horlogerie. Donc, si tu m'autorises, je t'interviewerai. Si je suis une personnalité de l'horlogerie, les amis, je suis le pari est gagné. Tu es une personnalité de l'horlogerie. En tout cas, tu es une personnalité en devenir. Donc, je te souhaite beaucoup de chance pour tout ce que tu fais, parce que tu fais ça avec beaucoup de passion. Tu prends sur ton temps. Ce matin, tu bossais. On s'est retrouvés cet après-midi. Je trouve ça génial. Moi, ça me rappelle une époque aussi. Et bah, écoute, moi, je t'encourage. Et si je peux t'aider à mon petit niveau, je t'aiderai. Dans tous les cas, je te présenterai des gens c'est trop cool. à interviewer, ça peut être sympa. Et puis moi, je te passerai aussi à l'interview. Avec grand plaisir. Merci à tous. On en est à 1h17, les amis. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un vrai passionné. Merci à vous. Abonnez-vous, les amis, que ça soit sur YouTube si vous nous regardez ou sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, surtout Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire 5 étoiles, les amis. Ça aide au référencement de la chaîne, donc c'est trop cool. Et sur YouTube, vous connaissez, likez, commentez, partagez. Merci à vous, les amis. Bonne soirée et au prochain épisode. Salut. Salut, merci.